Des observations franches, des échanges vivants, des solutions concrètes. Briques Villemur. C'est le moment de joindre François Fournier, notre chroniqueur, animateur. Bonjour François. Allô, Karima. Oui, on va commencer avec un sujet qui est pas facile, qui suscite en fait toutes sortes de questionnements éthiques, qui est troublant aussi, sur l'aide médicale à mourir. On sait que, il y a la question des troubles mentaux. Il y a des personnes qui aimeraient ça, étendre ça, dire que oui, vous êtes atteint de troubles mentaux, vous avez une énorme souffrance. Ça devrait pouvoir aussi, il devrait pouvoir avoir accès éventuellement à l'aide médicale à mourir. Bon, ce n'est pas le cas en ce moment, mais ça fait partie des débats. Et là, tu veux revenir, en fait, il y a un article. C'est, si je ne m'abuse, c'est dans le... Attends une minute, j'allais dire le Devoir, c'est le Soleil, c'est plutôt le Soleil, effectivement, où là, on nous parle de proposer l'aide médicale à mourir pour ceux qui auraient envie de se suicider. C'est comme complètement paradoxal, complètement bizarre, cette affaire-là. Je veux qu'on revienne sur cet article. Ouais, c'est ça, parce qu'en ce moment, il semble pas avoir de consensus sur le chemin à prendre. C'est-à-dire que la question a été étudiée à la Chambre des communes à Ottawa. Il y a un comité d'experts qui est venu dire au gouvernement, en gros, faudrait mettre ça sur pause, là, cette question-là, parce que là, on s'approche d'une dérive tranquillement, puis on sort de l'esprit originel qui était de permettre à des gens en fin de vie, je le rappelle, c'était ça l'idée de départ, c'est de permettre des gens qui de toute façon sont condamnés, de choisir le moment où ça se termine plutôt que de finir leur vie dans d'atroces souffrances. Puis là-dessus, il y avait quand même un consensus dans la population, sans dire que tout le monde est pour, là. Il y avait des malaises, évidemment, mais il y avait quand même, je pense, un consensus là-dessus que des gens qui ont des maladies dégénératives ou ça va amener à aller dans une fin de vie qui est extrêmement pénible, puissent recevoir l'aide médicale à mourir pour terminer. Mais là, on a proposé à un moment donné d'étendre ça à d'autres types de maladies qui peuvent être dégénératives, mais qui amènent pas nécessairement à des souffrances immédiates, comme par exemple l'Alzheimer ou ce genre de choses-là. Et là, la question des troubles mentaux est arrivée. Puis dans le Soleil, c'est une lettre, en fait, d'opinion qui est signée par 2 médecins, dans lequel, en gros, ils disent, nous, on a suivi des patients avec des problèmes mentaux une partie de notre carrière, puis tu sais, il faut se rendre à l'évidence, là, c'est que quand des gens ont pas les traitements, puis ça fonctionne pas, il y en a beaucoup qui finissent par s'enlever la vie. Donc, une manière de lutter, entre guillemets, contre le suicide, ce serait de le faire nous-mêmes. Donc, il y a comme quelque chose qui est de l'ordre. Je sais pas, j'ai eu un profond malaise en lisant cet article-là. Je trouvais ça... En même temps, je comprends un peu l'idée qui est derrière. En même temps, je trouve qu'il y a une forme d'absurdité là-dedans, au sens où c'est comme si on institutionnalisait l'abandon, autrement dit. C'est comme si on disait... écoutez, on a fait ce qu'on pouvait, on n'est pas capable de vous soigner, fait que diriez-vous d'en finir? Je trouve qu'il y a quelque chose qui est... Je pense qu'on peut pas aller là. C'est comme si le système admettait d'emblée que on va faire ce qu'on peut, là, mais en dernier recours, ça se pourrait que ce soit ce qu'on vous offre. Il me semble que ça n'a pas de sens d'aller vers là. Il me semble que il y a toujours potentiellement des solutions qui peuvent être trouvées. Puis on parle pas de gens qui sont condamnés. On parle de gens qui ont des conditions puis qui ont besoin de soins. C'est ça que je trouve c'est un peu comme proposer ça à quelqu'un qui a un problème de hanche ou de genou, autrement dit. Là, c'est qu'il en existe des traitements. C'est peut-être qu'on les a pas encore trouvés. Peut-être la personne n'a pas vu le bon spécialiste, n'a pas vu les bonnes ressources. Peut-être que la solution serait dans une autre province, un autre pays, je le sais pas. Mais il me semble que c'est de l'ordre de l'abandon, de dire que si jamais on trouve rien, ça serait peut-être mieux que la laisser partir chez elle puis prendre un flacon de pilule. Il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans qui est comme un peu inhumain. Derrière l'humanité, il y a quelque chose d'inhumain. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Ça suscite le malaise, puis ce n'est pas de ne pas entendre la souffrance. Au contraire, je pense qu'on peut. Au contraire. Je veux dire, on connaît tous quelqu'un quelque part. Des fois, c'est dans les amis, la famille. On est tous en contact avec des gens qui peuvent avoir des enjeux de santé mentale et de se dire que finalement, la solution effectivement à la souffrance, ça va être de demander, parce que là, on parle de suicide assisté.
c'est même plus, c'est pas de l'aide médicale à mourir. La personne est condamnée puis elle va mourir. Tu sais que son état, elle est en fin de vie. Là, c'est pas ça du tout. Là, c'est vraiment déjà dans les termes. Je pense qu'il faut dire les bons termes. C'est du suicide assisté. Donc puis en même temps, c'est ça. On a une empathie parce qu'il y a une question de souffrance par rapport à ça. Et c'est pas pour rien que dans ce débat-là, il y a beaucoup de gens qui disent, il faut ouvrir pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Mais moi, je suis d'accord avec toi sur le point que il y a comme cette idée, je trouve les Québécois, c'est souvent la logique, c'est vivre et laisser vivre, mais là, est-ce qu'on embarque dans vivre et laisser mourir, tu sais? Puis ça, j'ai du mal avec ça. Puis c'est drôle parce que récemment, je sais pas si tu as vu, en France, ils ont passé finalement la loi sur l'aide médicale à mourir. Ça a été très long, il y a eu des débats, écoute, ça a duré des années, là, tu sais, nous, ça fait quand même plusieurs années que ça existe, parce qu'il y avait tous ces questionnements-là, la peur que ça s'étende, puis tu parles de l'abandon. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi aujourd'hui. Tu sais, on est les champions du monde au Québec pour l'aide médicale à mourir. Puis comme je te dis, je comprends les gens qui sont dans des situations et tu te dis, je vais choisir ça. Mais tu sais, si t'as pas de soins palliatifs, par exemple, ou si tu es trop dans la souffrance puis que t'as pas d'aide psychologique, tu peux pas voir de psychiatre, tu peux pas voir de psychologue, tu peux pas avoir de travailleur d'assistance sociale, ça se peut que ta détresse se multiplie aussi. Puis à ce moment-là, je te rejoins, c'est la question de l'abandon, tu sais, puis de l'argent que ça coûte pour aider les gens. Oui, puis je trouve que ça ouvre une porte aussi parce que c'est les gens aux prises avec des problèmes de santé mentale, ce n'est pas les seuls qui ont l'impression parfois d'être abandonnés par le système, là. Donc moi je trouve que ça, après la prochaine étape, après, est-ce que ça va être d'élargir ça aux maladies chroniques, par exemple, c'est quelqu'un qui souffre de fibromyalgie ou ce genre de problème-là qu'on sait pas exactement comment traiter ça, mais les gens ont des douleurs, on sait pas exactement quelle est l'origine de ça. Est-ce qu'on va ouvrir la porte à ça? Parce que eux aussi ont l'impression des fois de pas avoir de solution au bout du tunnel. Eux aussi ont l'impression de se dire, je sais pas quelle qualité de vie que j'ai. Il me semble que ça commence à faire... Il me semble qu'on commence à dériver beaucoup de l'objectif initial qui était de dire, on ne fait que devancer quelque chose qui est inévitable de par la maladie. Mais tu sais, en réalité, quelqu'un qui a la sclérose en plaques, je peux comprendre, c'est extrêmement pénible là, à vivre dans le quotidien, mais en même temps, c'est pas quelque chose duquel on va mourir dans les prochaines semaines. Parce que c'était ça au départ. Tu sais, c'est quelqu'un, par exemple, qui reste quelques semaines, quelques mois tout au plus. On dit, pour éviter d'atroces souffrances, on termine ça au moment où la personne le désire parce qu'elle va avoir encore toute sa tête, parce que ça va être une fin qui va être plus digne avec la famille et tout ça. Là, je trouve qu'on est comme ailleurs. On s'en va vers des gens qui sont peut-être seuls, qui n'ont pas d'espoir, puis en gros, ça va être comme choisir ça plutôt que de continuer à vivre. Puis ensuite, il me semble que là, on est on est ailleurs. Là. Oui, non, complètement. Puis après ça, tu dis, la prochaine étape, c'est tout simplement le libre arbitre. C'est peut-être qu'on va arriver à un point où ça va être comme, je peux-tu juste décider de ma mort et l'État, oui, devrait financer ça. Puis si je veux l'aide médicale parce que je trouve que ma vie n'a pas de sens, c'est parce que à cette logique-là, on peut effectivement élargir. Je veux qu'on aille sur un sujet un petit peu plus léger, non moins intéressant. Une étude assez fascinante, François, qui démontre que depuis les années 60, mais encore plus, nous dit-on, depuis le début des années 2000. Attends, les universités gonfleraient les notes. Ça dit quoi de notre société des étudiants d'aujourd'hui? Ouais, c'est quand même assez fascinant. C'est une chercheuse en politique publique de l'université du Manhattan Institute, qui s'appelle Netu Arnold, qui signe ce papier-là. Et c'est fascinant parce qu'elle nous explique un peu l'origine de cette pratique-là fait tout son sens. Donc, c'est-à-dire que dans les années 60, vous étiez appelé à faire éventuellement un service militaire, notamment lorsqu'il y avait une guerre, et pour empêcher que des étudiants qui seraient déclassés soient enrôlés pour être envoyés au Vietnam, il y a des universités qui prenaient certaines latitudes par rapport aux notes, on va dire, en disant, c'est parce que si, mettons, je fais pas passer l'étudiant, ça se peut qu'il se retrouve à la guerre, là. Donc, il y avait cette pratique-là qui a commencé à être instaurée ou qui se faisait. Et depuis, en gros, ce qu'elle explique dans le papier, c'est que, les professeurs maintenant sont notés sur des plateformes. Les étudiants peuvent aller noter leurs professeurs, le Rate Your Teacher, puis ce genre de plateforme-là. Et donc, plus vous êtes sévère, plus vous avez des mauvaises notes. Donc, il y a beaucoup de professeurs qui sont tentés par donner des meilleures notes, même si les étudiants le méritent pas vraiment. Et il y a toutes sortes de graphiques dans l'étude assez intéressants où on montre que depuis les années 60, les notes moyennes des élèves, donc c'est-à-dire la moyenne
mettons dans un groupe, elle ne fait qu'augmenter avec le temps. Mais ça paraît peu probable que les gens d'aujourd'hui sont systématiquement plus brillants qu'ils l'étaient en 1960. Ça paraît quand même une hypothèse assez risquée d'un point de vue statistique. Donc, ce qu'elle explique, c'est que, mettons, avant, quand tu avais un A à l'université, c'était une note exceptionnelle. Donc, tu faisais partie de l'élite. Et maintenant, il y a plusieurs universités où il y a des cours où carrément la moyenne du groupe, c'est A. Et donc, ce qu'elle dit, c'est que c'est une manière en même temps pour les universités de se financer, parce que plus ils donnent des notes facilement, plus les gens veulent aller dans ces universités-là. Et donc, parce qu'ils ont l'assurance d'avoir des bonnes notes et ça va leur donner un bon papier à mettre dans leur CV. Puis, je regardais ça puis je me disais, je me demande en fait où on s'en va avec ça, parce que la crédibilité de ces institutions-là peut vraiment être minée là, par ce genre d'études-là qui sort, parce que finalement on se dit, c'est quoi la valeur d'un diplôme universitaire? Mm-hmm. Visiblement, si on se fie aux données que cette dame-là amène dans l'étude du Manhattan Institute, c'est que ça avait une valeur beaucoup plus élevée par le passé, où les notes étaient données par rapport aux mérites réels puis aux notes réelles, mais du moment où on commence à gonfler les notes pour attirer plus d'étudiants, pour que les étudiants nous aiment sur des plateformes où ils nous évaluent, là, on commence à glisser vers quelque chose d'un peu malsain. Là. Puis je ne sais pas quel est le cas quel est le portrait pour le Canada, parce que c'est une étude américaine, on n'a pas les données canadiennes, mais il me semble que c'est particulièrement inquiétant quand même si c'est un sujet un peu léger, mais ça indique quand même quelque chose, je trouve, sur l'élite c'est quand même l'élite de demain qu'on forme dans les Harvard, Oxford de ce monde. Oui, complètement. C'est des gens qui sont présentés comme étant la crème de la crème, si on veut. Là. Non, complètement. Puis, mais en fait, on dit léger, mais c'est aussi, je trouve que ça témoigne de notre rapport aujourd'hui, ne serait-ce qu'à l'autorité, à la verticalité. Tu sais, il y a ça aussi, c'est que peut-être que tu as peur un peu que tes étudiants se plaignent, hein, qu'il y ait des plaintes aussi à la direction, parce qu'il y a ça aussi aujourd'hui. Tu sais, tu vas parler avec des professeurs qui vont dire c'est dur d'enseigner maintenant, parce que ce rapport-là, il y a un rapport de clientéliste. Tu vois, à l'université, c'est pas genre le lieu du savoir où on va non, c'est comme je donne mon cours, je paye pour ça. Ce rapport-là a changé aussi. Donc, quelque part, peut-être qu'il y a des profs qui disent, regarde, moi, j'achète la paix aussi. Oui, puis ce que la dame explique dans l'étude, c'est que plusieurs employeurs témoignent de la chose suivante, c'est que ils ne savent plus, en fait, comment distinguer les meilleurs des cohortes des moins bons ou des gens qui sont en milieu de peloton, parce qu'ils reçoivent constamment des relevés de notes où des candidats, par exemple, au poste convoité semblent relativement moyens et l'autre ressemble relativement à un très bon profil, mais en réalité, ils ont à peu près les mêmes notes. Ah oui, c'est exact. Parce que la moyenne a été montée. On a gonflé artificiellement les notes. Puis je pense que probablement bien des gens nous écoutent en ce moment, ils peuvent témoigner qu'ils ont déjà suivi un cours à l'université où ils ont terminé ça avec un A- ou un A, et ils n'ont pas l'impression d'avoir particulièrement donné une grosse énergie, mais un gros effort. Bon. En une petite minute, là, rapidement, juste qu'on revienne là-dessus. On a fait un sujet tantôt sur les piscines au Québec. Tu sais, on est apparemment les champions des piscines en Amérique du Nord. C'est pas même plus que ça là, dans le monde. Mais toi, tu dis, là, attention, là, c'est quoi le modèle de société qu'on veut? Là? Tu dis, c'est rendu qu'avoir une piscine, c'est comme un crime. C'est que je trouve que, tu sais, à quelque part, ça illustre quelque chose de positif, cette affaire-là, mais c'est présenté uniquement de manière négative. C'est-à-dire que le Québec, on a quand même atteint un standard de qualité de vie où les gens ont accès à de l'air climatisé, ont accès à des piscines, ont accès à toutes sortes de choses. Et il me semble qu'on devrait, à quelque part, se réjouir qu'on n'ait pas une société trop pauvre et qu'on a accès quand même à un certain luxe, une certaine richesse, qu'il y a des gens qui peuvent avoir une maison, une piscine. Et j'ai l'impression que ces symboles-là sont en permanence attaqués. Il faudrait plus que les gens aient de piscine, il faudrait plus qu'il y ait d'air climatisé, vous avez une voiture de trop, vous devriez... Et toujours avec l'aspect de ramener tout le temps l'idée de, au lieu de prendre votre voiture, vous devriez prendre le transport en commun. Et dans l'article du Devoir, c'est au lieu d'avoir votre piscine, vous devriez aller dans des bains publics ou des piscines municipales. Puis là, on dit, ça fait quand même partie de la qualité de vie d'une nation prospère aussi, d'avoir des choses à soi, d'être propriétaire de quelque chose, que c'est pas juste les biens publics qui sont utilisés, mais qu'on peut soi-même avoir une certaine qualité de vie, un certain développement. Puis tu sais, je veux bien qu'on ait en tête des préoccupations là, comme l'eau disponible, ce genre de choses-là, mais je trouve que c'est toujours présenté ces gages de richesse-là comme
comme négatif. À aucun moment dans l'article du Devoir, c'est présent. On dit que, tu sais, quand même, ça montre une chose, c'est que le Québec, à l'échelle globale, est quand même une société riche et prospère malgré tous ses défauts. Puis ça, il me semble qu'on devrait un peu se réjouir de ça au lieu de dire qu'il faudrait toujours retourner à une espèce de simplicité volontaire. Oui, c'est ça. J'ai les moyens d'acheter un air décroissance, climatisé, de cette espèce d'idée de décroissance, alors que tu dis, ouais, peut-être si tu regardes un petit peu ailleurs, on n'est pas tous dans cette idée-là. Et peut-être de rappeler aussi qu'on s'attaque encore à la classe moyenne, parce que oui, peut-être la classe moyenne supérieure qui ont les moyens de s'acheter une piscine, mais c'est pas toutes des maisons puis des châteaux aussi, là. Tu sais, t'as plein de petites piscines hors terre, t'as plein de... faut aussi penser à la classe moyenne, puis on peut leur donner un peu d'air, et dans ce cas-ci, un peu d'eau pour leur piscine, mais je suis d'accord avec toi, je pense là-dessus. On est un peu sur la même longueur d'onde. François Fournier, chroniqueur, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.